Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier l'organisation administrative des colonies espagnoles depuis le milieu du XVIe siècle. Et une fois n'est pas coutume, le sujet sera divisé en deux vidéos de moins de 10 minutes. Dans cette vidéo, nous traiterons uniquement des institutions coloniales dans les Amériques et dans la deuxième vidéo, nous aborderons la question des institutions coloniales en Espagne. Le système colonial espagnol a beaucoup évolué entre la découverte de Christophe Colomb et l'indépendance du XIXe siècle. Il y a eu des changements dans les frontières et le rôle de chaque membre de l'administration. Cependant, certaines institutions, telles que les vice-royautés du Pérou et de la Nouvelle-Espagne, ont existé tout au long de la période. Alors, quelle était la fonction du vice-roi? Eh bien, le vice-roi était la plus haute autorité des provinces espagnoles d'Amérique. Il était le représentant du roi dans les lointains territoires américains. Il était à la fois gouverneur et président de la Audiencia principale, la Audiencia étant la plus haute cour de justice siégeant dans les Amériques. Pendant l'exercice de ses fonctions, le vice-roi avait un trône, des gardes, il était entouré de sa cour. Le vice-roi gérait également le trésor, les recettes fiscales, contrôlait les actions des prêtres et des religieux, et il était chargé de défendre le territoire de sa vice-royauté. Au XVIIIe siècle, les vice-rois perdent un peu de leur pouvoir. En effet, leurs territoires se réduisent. La vice-royauté de la Nouvelle-Grenade est créée en 1717 et la vice-royauté du Rio de la Plata en 1776, ce qui réduit la taille des territoires administrés, comme vous pouvez le voir sur la carte derrière moi. De plus, les rois de la dynastie des Bourbons créèrent le système de l'intendance entre 1764 et 1790, qui permit de séparer les fonctions du trésor de celles du vice-roi. Une partie des vice-rois ont été des Espagnols péninsulaires, comme Diego López Pacheco, mais il pouvait s'agir aussi de vice-rois créoles, comme Lope Díaz, ou de nés étrangers, comme le fameux Lillois Charles-François de Croix. La deuxième institution importante des colonies espagnoles, et nous l'avons déjà évoqué, était la Audiencia. La Audiencia était un tribunal. Il y avait trois types d'audiencias. La Audiencia virreinale, présidée par le vice-roi, la Audiencia prétoriale, dirigée par un président ou un gouverneur qui n'est pas le vice-roi, et la Audiencia subalterne, présidée par un président, mais qui devait demander au vice-roi la confirmation de ses décisions. Ils étaient composés d'oidores, qui sont l'équivalent de nos juges modernes, d'un procureur, d'un protecteur des indigènes chargé de défendre les intérêts des Indiens, un alguacil mayor qui obéissait aux oidores, c'est-à-dire aux juges et gardait la prison. Et dans les audiencias vice-royales, il y avait un alcalde del crimen qui s'occupait des affaires criminelles. À cela s'ajoutent les rapporteurs, le teniente gran canciller qui était chargé exclusivement de garder la dignité du sceau royal, los escribanos de cámara, qui est l'équivalent de nos greffiers modernes, los receptores de penas de cámara et d'autres fonctionnaires subalternes. Les audiencias ont joué un rôle important dans le renforcement du pouvoir de la couronne dans les territoires américains et dans l'application des décisions judiciaires prises dans la métropole. Les oidores étaient soumis à des règles relativement strictes pour éviter la corruption et garantir leur fidélité au roi. Ils ne pouvaient pas avoir de maisons, de grandes étendues de terre, de mines, posséder plus d'un certain nombre d'esclaves, se marier dans leur juridiction, recevoir de l'argent ou des cadeaux de personnes de sa communauté, prêter de l'argent ou parrainer des mariages ou des baptêmes de sa circonscription. La audiencia était généralement une cour d'appel. Elle pouvait agir en tant que tribunal de première instance seulement dans les cas suivants: femmes forcées, maisons incendiées ou crimes et délits contre le monarque ou les Indiens. Dans tous les autres cas, il s'agissait d'un tribunal de deuxième instance, c'est-à-dire qu'il confirmait ou rejetait les jugements de première instance, et ainsi il pouvait contrôler l'activité des pouvoirs et juges locaux. Et comme vous pouvez voir derrière moi, vous avez les dates de fondation et de création des différentes audiencias d'Amérique. Ce qui nous amène aussi à une autre institution de la colonie complètement complémentaire, qui étaient les tribunaux de première instance. Ces juridictions étaient incarnées par des alcaldes ordinarios, los alcaldes mayores, que l'on appelle aussi parfois corregidores, et les gouverneurs. L'alcalde mayor ou corregidor était chargé d'être des juges de première instance en matière civile et pénale, mais ils n'étaient pas que des juges. En effet, ils devaient également informer les rois et vice-rois de ce qui se passait localement, maintenir la sécurité et la paix sur leur territoire, construire des églises, des routes, des couvents,
s'assurer de la perception des impôts, de l'évangélisation et de la protection des Indiens contre les mauvais traitements. Il s'agissait donc à la fois d'un juge et d'un administrateur. Après la création des intendances, les fonctions financières sont devenues l'apanage des intendants et les corregidores ont perdu ce rôle. Quant aux alcaldes ordinarios, on les trouvait dans les cabildos, qui étaient l'équivalent de nos mairies modernes, et ils faisaient office de juges de première instance. Ce sont les regidores, l'équivalent hispanique des échevins français, qui choisissaient ces juges. L'alcalde de primer voto s'occupait des affaires pénales et l'alcalde de segundo voto se spécialisait dans les affaires civiles. Les regidores étaient des personnes qui gouvernaient les villes. Selon la taille du conseil municipal, il pouvait y avoir entre 2, dans les conseils indiens, et 12 regidores. Il était possible soit d'acheter la charge du regidor à vie et devenir ainsi regidor perpetuo, soit il pouvait être nommé ou élu. Selon le type de cabildo et la population habitant son territoire, les regidores pouvaient être des descendants d'Espagnols, de Métis ou d'Indiens. Les Noirs ne pouvaient pas accéder à la fonction. Enfin, la dernière institution que nous aborderons dans cette vidéo est le système de capitainerie. La capitainerie générale était gouvernée par un capitaine général, comme son nom l'indique, qui avait des prérogatives militaires. Ici, vous verrez les dates de création des différentes capitaineries générales qui sont données simplement à titre informatif et formel. Donc, le capitaine général devait protéger un territoire important des attaques de pirates, de corsaires ou d'autres nations. Les capitaineries dépendaient généralement d'une vice-royauté, mais à certaines occasions, elles dépendaient directement de la couronne. Il n'était pas rare que le capitaine général soit aussi gouverneur de sa région, ce qui signifiait que les capitaineries avaient un degré d'indépendance légèrement supérieur à celui des autres gobernaciones vis-à-vis du vice-roi. Comme vous pouvez le voir sur le schéma derrière moi, le système colonial avait une organisation complexe. S'il y avait de nombreux problèmes de corruption, de communication entre les administrations et de développement des territoires, le système a permis à l'Espagne pendant plusieurs siècles de conserver une bonne partie de ses domaines américains, malgré les guerres, malgré l'effondrement démographique indien et malgré les problèmes internes de la métropole. Je vous remercie beaucoup de votre attention et rappelez-vous qu'il y aura une autre vidéo sur les institutions coloniales de l'Amérique en Espagne. À très bientôt.